Et salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Geoffrey pour parler de Penn State. Geoffrey, comment vas-tu? Ben, ça va, Elio, et toi? Ça va, pas très motivé à l'idée de parler de Penn State, on en parlait en privé, hein, parce que c'est un petit peu chaque année la même chose, et en plus de ça, moi tu me connais, je suis pas un grand fan de ce programme, mais bon, allons-y, hein, les Nittany Lions qui sortent encore une fois d'une saison 2023-2024, habituelle j'ai envie de dire, t'en penses quoi? Habituel, ils font 10-3, 7-2 en conférence, ils finissent 13e à la PayPal de fin de saison. C'est le classique, hein, de Penn State, hein. Avec des victoires contre West Virginia, ça c'était le retour d'une rivalité, c'était quand même plutôt sympa, contre Delaware, contre Illinois, contre Iowa classé 24e, contre Northwestern, contre UMass, contre Indiana, contre Maryland, contre Rutgers et contre Michigan State. Et les défaites habituelles contre Ohio State et Michigan, et la défaite contre Ole Miss qui était classé 11e au Peach Bowl. Une autre, donc, comme on disait au début, hein, une autre saison à 10 victoires pour les Nittany Lions, une autre saison dans le top 15, mais encore une fois, pas de victoire face à Michigan et Ohio State, donc pas de finale de Big Ten, pas de playoff. C'est un peu tout le temps la même chose pour les Nittany Lions. Attention, hein, finir 13e, avoir 10 victoires tous les ans, c'est un truc qui, pour la plupart des programmes, je pense que tout le monde signerait, hein. Moi, à Texas A&M, on me dit 10 victoires tous les ans, je signe. Toi, Elio, à Maryland, je suppose que c'est pareil. Mais pour un Oui, programme évidemment. comme Penn State, qui est à ce niveau-là depuis un bon moment, bah, c'est un peu décevant de ne pas les voir passer ce dernier cap. En fait, le truc avec Penn State, c'est que tu sais qu'ils ont tous les paramètres possibles pour réussir à aller plus haut, tu vois. Pour atteindre un niveau d'Ohio State, c'est un peu pareil, très grande fanbase, très grand stade, tu es dans une des deux meilleures conférences du college football, tu as beaucoup de ressources. Enfin, voilà, je pense que tu peux avoir un niveau similaire à une équipe comme Ohio State, hein, ouais, ok, Penn State, c'est un petit peu perdu au fin fond de la Pennsylvanie. C'est pas ultra loin de Pittsburgh, mais quand même. Mais à côté de ça, voilà, hein, Ohio State, c'est à Columbus. Enfin, pas Et comme puis, si les autres programmes, ils sont 10 fois plus sexy, hein. Donc oui, Big Ten, bon, maintenant il y a USC qui est à Los Angeles, c'est sexy, mais en dehors de ça, et Washington qui est dans la banlieue de Seattle, mais en dehors de ça, et UCLA aussi à Los Angeles, mais en dehors de ça, c'est des facs qui sont perdus dans le fin fond des États, pas forcément les plus sexy des États-Unis, et bah il ouais, fait froid. ouais, c'est ça. Michigan, Ann Arbor, t'es à côté de Détroit, ok. Est-ce que ça fait rêver tout le monde? Je suis pas certain. Mais bref, en tout cas, il y a cette ressource et ce potentiel pour Penn State de passer le niveau supérieur. Encore une fois, on va se retrouver avec James Franklin, hein, le head coach, pour sa 11e saison. Moi, j'ai tendance à dire, et je commence à le voir aussi hein, avec les fans de Penn State sur les réseaux sociaux et tout, que bah, est-ce qu'avec Franklin, tu vas vraiment passer ce pas finalement, parce que c'est un petit peu toujours la même chose, mais ça reste un très bon head coach évidemment. Alors, pour ce faire, il y a eu un changement dans le coaching staff avec en arrivée en coordinateur offensif Andy Kotelnicki qui arrive de Kansas où il a occupé le même poste, hein. On a très bien vu des 2 dernières saisons de Kansas avec un certain Lance Leipold qui menait tout ça. En poste de coordinateur défensif, eh bien, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la Big Ten puisque oui, c'est Tom Allen, l'ancien head coach d'Indiana qui a été viré là pendant la off-season eh bien, qui arrive pour le poste et qui remplace Manny Diaz. Manny Diaz, il est passé head coach de Duke, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Bref, donc voilà, beaucoup d'expérience en termes défensifs. Voilà, c'est aussi, on sent quand même que du côté de Penn State, il y a cette volonté d'aller mettre un petit peu les bouchées doubles. Toi, tu le vois comment là, ce nouveau coaching staff? Bah, bon, bah, un renouvellement des coordinateurs pour James Franklin. Alors, en tout cas, du côté des fans, on commence à s'impatienter de jamais battre les top programmes que Penn State affronte. Je ne sais pas si c'est le cas de la direction athlétique.
Mais bon, quand on change les deux coordinateurs d'un coup, c'est quand même que j'ai un peu l'impression qu'on a fait sauter les fusibles avant de faire sauter le head coach Ouais, oui, il y a de potentiellement. ça. Après, Manny Diaz est parti en l'occurrence parce qu'il a eu cette offre de poste de head coach à Duke. Mais ouais, c'est vrai que tu sens un petit peu quand même que là, ils sont en train de vraiment tout faire pour que Franklin, ça passe au niveau au-dessus et voir si ça réussit ou pas. Ouais. Et puis, il y a des questions. Pour moi, il y a une question quand même qui revient beaucoup à Penn State, c'est sur le développement des joueurs, parce qu'on va le voir au niveau du recrutement. Et d'ailleurs, ils sont même un petit peu en dessous de leur standard habituel en recrutement. Mais Penn State, ça fait 10 ans qu'ils ont une classe dans le top 10. Et pour moi, il y a une impression que ça manque de développement des joueurs. Ça recrute très bien. C'est des excellents athlètes. Mais souvent, quand ils arrivent à la draft, à part quelques exceptions, les joueurs de Penn State, on se dit ouais, c'est un super athlète, mais il est un peu raw, il y a encore beaucoup de travail technique à faire, donc ça pose un petit peu de questions sur le développement qui est fait chez les Nittany Lions. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est souvent ce qu'on dit des prospects de Penn State, c'est qu'ils sont raw et ouais, que techniquement, il y a quand même du boulot. Je suis totalement d'accord là-dessus. Justement, tu parlais du fait qu'ils avaient souvent des classes top 10. Cette fois-ci, donc, ils sont sortis du top 10. Ouais, 15e national avec 26 commits. Il y a un joueur 5 étoiles, le tight end Luke Reynolds, donc, qui était le meilleur tight end de cette classe. 6 joueurs du top 250 et il y a énormément de 4 étoiles, mais de 4 étoiles qui sont bas classées, donc qui ne sont pas dans le top 250. Ça reste une très très bonne classe et en plus avec une très belle quantité de joueurs. Et par contre, au niveau du portail des transferts, c'est une ressource assez peu utilisée du côté de Penn State, hein, parce que c'est la 57e classe du pays avec seulement 6 commits, 2 joueurs 4 étoiles du portail, un ancien 4 étoiles et 2 anciens 5 étoiles, donc un qui est un 4 étoiles du portail et un qui était seulement un 3 étoiles sur le portail, un offensive lineman dont on vous parlera tout à l'heure. Au niveau de l'effectif et de l'attaque, eh bien, on va retrouver Drew Allard pour sa deuxième saison en tant que full titulaire, qui était un 5 étoiles et le meilleur quarterback lycéen de 2022, qui arrivait de l'Ohio à côté. Je suis toujours étonné qu'Ohio State n'ait pas fait de forcing pour le commit, mais bref. C'était une énorme prise pour Penn State, bien évidemment. Il sort une saison, donc sa première saison en tant que titulaire, à 2630 yards, 25 touchdowns et 2 interceptions, plus 4 touchdowns à la course. C'est évidemment le titulaire indiscutable. Il y a quand même pas mal de progrès à faire. Voilà, c'est vrai que quand tu as des prospects 5 étoiles aussi haut classés, etc., tu t'attends à avoir des choses un peu folles. Ça restait quand même très... Enfin, vous le voyez, hein, de toute façon, quand tu mets 25 touchdowns pour 2630 yards, c'est que tu prends pas forcément de risques, que tu n'es pas celui qui va faire des matchs à 300, 400, enfin 350, 400 yards. Il y a quand même pas mal de choses à voir avec Drew Allard, même si j'aime beaucoup certaines facettes aussi de son jeu. Ouais. Je me souviens notamment de l'année dernière, le match contre Michigan, qui était une purge offensive des deux côtés avec les deux quarterbacks. Alors, d'accord, c'est des excellentes défenses des deux côtés, mais les quarterbacks des deux côtés qui n'arrivaient pas à faire avancer leurs équipes. Et pour moi, c'est un peu c'est là où Drew Allard il doit progresser parce que envoyer 250 yards et 2 touchdowns contre les petites équipes de la Big Ten, ça, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça qu'on attend de lui. On attend de lui qu'il soit capable de prendre les choses en main dans les grands matchs et de faire gagner son équipe. D'où encore l'histoire de Penn State quand même ils ont tendance à bien recruter comme on le disait, mais quel est le dernier quarterback de Penn State réellement qui est sorti, qui a été un bon prospect? Je dis même pas gros prospect, juste un bon prospect vers la NFL, vers le monde professionnel. Trace McSorley, pas terrible quoi. Donc voilà, non, c'est vrai que là, encore une fois, ils ont un peu de l'or dans les mains et il va falloir faire quelque chose pour que ça aille que vers le haut. Au niveau de la receiver room, il n'y a pas d'autres quarterbacks dans la room, c'est ça qui m'intrigue un peu. Enfin, il n'y a pas d'autres quarterbacks.
qu'il y a derrière Allard, bon courage si Allard il se pète pendant la saison. Au niveau des receveurs, eh bien, le meilleur receveur Keandre Lambert-Smith est parti à Auburn. C'est quand même inquiétant quand ton meilleur receveur décide de transférer, d'aller vers Auburn, qui est une plus mauvaise équipe. Julian Fleming qui arrive d'Ohio State, alors vous le connaissez parce que c'est un 5 étoiles de Pennsylvanie en 2020 et le 4e meilleur joueur du pays, tout poste confondu. Fleming, il n'a pas progressé à Ohio State, surtout en raison de blessures. Ces 2 dernières années, il a quand même cumulé 800 yards et 6 touchdowns. On attendait vraiment à ce qu'il explose comme tous les receveurs des Buckeyes. Ça n'a pas été le cas. On n'aura pas d'autres receveurs trop éclatants sur le papier, on va dire ça comme ça. En revanche, et c'est peut-être un des meilleurs tight ends du college football qui sera là, c'est le senior Tyler Warren qui sort d'une saison à 420 yards et 7 touchdowns, mais qui vraiment est annoncé comme une des grosses stars offensives de cette équipe et de Big Ten. Au niveau des running backs, on a quand même un des meilleurs duos du pays. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Geoffrey. Ouais, Ketron Allen et Nicolas Singleton, qui sortent d'une saison où ils avaient presque 2 milliards et une vingtaine de touchdowns, et la saison d'avant 1500 yards et 5 touchdowns. Donc, c'est un très gros duo. Ça doit être le moteur de cette attaque, qui doit aider Drew Allard justement en mettant en place un gros jeu au sol pour lui libérer un peu de la pression. Surtout que au niveau de la ligne offensive, là par contre, ils ont 3 starters qui sont partis en NFL. Donc Onifa Shannon qui est parti chez les Jets au premier tour, Caden Wallace qui est parti chez les Patriots au 3e tour, et Hunter Nourzad qui est parti chez les Chiefs au 5e tour, plus un starter qui était en fin d'éligibilité. Donc un seul starter de retour. Là, c'est une room qui est un peu plus inquiétante, surtout que Nolan Rucci, qui est un ancien 5 étoiles de la classe de 2021, mais qui était classé seulement 3 étoiles sur le portail, qui arrive en provenance de Wisconsin et qui devrait être le titulaire en tackle droit. Pour le reste, ça va être intégralement de la promotion interne. Donc ça va peut-être être c'est le point faible de leur attaque. Et ça va peut-être leur coûter cher, surtout dans une Big Ten où la défense est quelque chose d'extrêmement important et que beaucoup de choses se passent dans les tranchées. Ouais, totalement. Et en parlant de tranchées, on va aller vers le groupe des tranchées défensifs, la D-line. Tu le disais, souvent on a tendance à dire que les prospects de Penn State qui sortent à la draft sont des mecs un peu raw, etc. C'était encore le cas la saison dernière et ça risque peut-être de l'être cette année. Ouais, Chop Robinson est parti chez les Dolphins au premier tour, Anissa Isaac est parti chez les Ravens au 3e tour, donc ça c'était les 2 defensive ends titulaires. Ils vont être remplacés par de la promotion interne, mais là pas trop de soucis à se faire parce que ce sera Abdul Carter et Danny Dennis Sutton qui devraient directement devenir les stars de ce groupe, parce que l'année dernière, bien qu'ils étaient remplaçants, ils ont réussi quand même à 8 sacs. Il faut savoir quand même que Penn State, l'an passé, c'était l'équipe qui a produit le plus de sacs en FBS avec 49. Donc ça, c'était quand même la grosse force des Nittany Lions la saison passée. Et comme d'habitude, énormément de rotations à prévoir sur la defensive line. L'année dernière, de mémoire, ils avaient 7 ou 8 linemen qui avaient fait au moins 300 snaps. Ouais, c'est typiquement Penn State. Ça a beaucoup de bons D-line, mais qui n'ont pas le temps de se peaufiner techniquement parce que c'est ça, c'est énormément de rotation, etc. Et voilà, c'est pour ça que tu vois des mecs qui arrivent en NFL, l'autre qui était chez les Ravens, je sais plus comment, Odafe-Oweh, etc. C'est des mecs de third down, parce que les gars, ils jouent pas tous les snaps en fait. Et peut-être que c'est là aussi où tu as ce turnover qui te permet d'avoir des joueurs frais et costauds sur le terrain et d'aller chercher le quarterback adverse et de saquer, mais qui en même temps peaufine pas forcément ou ne fait pas grandement développer tes joueurs et les garde comme des prospects très monstres physiques, quoi. Alors que au poste linebacker, par contre, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette squad. On a juste Dominique DeLuca qui est un petit peu une menace dans les airs, 3 passes défendues et 2 interceptions. Mais pas de gros linebacker d'annoncer pour la saison qui arrive.
En revanche, chez les DB, ça bouge un peu parce qu'on a un duo de cornerback qui est parti en NFL, Daquan Hardy qui est parti chez les Buffalo Bills, et surtout Kalen King, qui a été drafté au 7e tour par les Green Bay Packers. Kalen King qui était attendu pour être peut-être une des stars au poste de cornerback sur la draft à l'aube de la saison 2022-2023. Et au final, 2022-2023, 2023-2024 plutôt. Et au final, ça n'a pas du tout été le cas. Il a grandement déçu Kalen King. En termes d'arrivée, on a été chercher 2 arrivées au poste de cornerback. AJ Harris qui devrait jouer à droite, qui arrive de Georgia, qui était un 5 étoiles de 2023, qui était un 4 étoiles là, sur le portail et qui était le 2e meilleur cornerback du portail. Bon, il a que quelques snaps, etc. Il n'y a pas grand-chose à dire en termes d'expérience, mais il y a énormément de potentiel. Et puis, on a Jalen Kimber qui arrive, qui est un ancien de Georgia puis de Florida, qui avait 5 passes défendues l'année dernière du côté des Gators. Voilà pour confirmer la room. Et sur les safety, je vous cite juste un nom, c'est le strong safety qui sera un junior cette année, Kevin Winston, qui est assez costaud. Pareil, il arrive après une saison à 5 passes défendues, une interception et surtout 60 plaquages, de 3e meilleur plaqueur de l'équipe. Geoffrey, tu veux nous citer le calendrier? Ouais, ils ouvrent la saison avec un déplacement à West Virginia pour une vieille rivalité qui est renouée depuis la saison passée. Ensuite, ils enchaînent avec 3 réceptions, Bowling Green, Kent State et Illinois et UCLA, ça fait même 4. Puis déplacement à USC, déplacement à Wisconsin, réception de Ohio State, réception de Washington, déplacement à Purdue, déplacement à Minnesota, et ils finissent la saison avec la réception de Maryland. Logiquement, ils doivent être favoris de tous les matchs, sauf USC. Pour moi, ça devrait être à peu près un 50-50, et Ohio State. L'objectif, ça doit être la qualification en play-off. Pourquoi pas une finale de conférence, mais voilà, il va falloir prouver qu'ils sont capables de passer ce palier supérieur, surtout avec comme ils vont plus affronter et Ohio State et Michigan dans la même année, de prouver qu'ils sont capables de monter un cran. Attention au déplacement à Wisconsin, quand même un petit peu surprendre. Ouais, je suis d'accord. Globalement, le match perdu, c'est Ohio State, même si, qui sait ce qui peut arriver du côté de Penn State, vu que c'est à domicile. Mais en revanche, ouais, tu regardes le reste du calendrier, tu te dis quand même, ça devrait passer. Il y a le déplacement à USC qui peut être dangereux, mais USC, est-ce que ça va être top team? Ça va être 50-50 comme tu l'as dit. Washington, je pense que Penn State est quand même un ton au-dessus. Et puis après, il n'y a plus grand-chose d'autre à affronter. Ouais, Wisconsin qui peut bien surprendre. Mais en fait, j'ai le sentiment à la James Franklin que tu vas avoir tes 2 défaites minimum dans la saison, voire 3 défaites. Et que, encore une fois, on va peut-être être hypé par Penn State parce qu'ils vont démarrer en 5-0 jusqu'à UCLA inclus. Et après, encore une fois, tu vas retomber, tu vas te dire, ouais, non, finalement, Penn State, c'est Penn State, quoi. Voilà. Je ne sais pas, toi, comment tu pronostiques cette saison. Moi, j'ai entre 9-3 et 10-2. Ouais, moi, je pense qu'ils vont faire une saison à 10 victoires, 10-2. Je ne les vois pas faire mieux que ça. Pour moi, Ohio State, c'est perdu, même si c'est à la maison, parce que Ohio State, on a déjà fait la preview, et l'effectif est absolument stack de tous les côtés. Ils retrouvent presque tous leurs titulaires. Pour moi, ça va être perdu. Washington, il faut absolument gagner, parce que si tu perds contre Washington qui a perdu 20 de ses 22 starters, là, il y a quand même un énorme problème. Et après, ouais, pour moi, ils vont perdre, en plus de Ohio State, un des 2 déplacements à USC ou Wisconsin. Voilà, mais ouais, je pense une saison à 10 victoires de la part de Penn State. Voilà. Logiquement, avec 10 victoires en Big Ten, tu vas en playoff, mais bon. Voilà, ouais, c'est ça, ouais, tu vas en playoff. Éventuellement, tu accroches, comme tu le disais, la finale de conférence, parce que maintenant, il n'y a plus la division Ouest et Est. Mais ouais, à voir.
Merci Geoffrey d'avoir participé à cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et puis on se dit à la prochaine. Salut tout le monde, salut Geoffrey. Salut tout le monde, à la prochaine.